comment, d'après vous, nous, en tant que petits patrons, et je précise bien sur ce terme-là, comment vous pouvez nous rassurer? Parce que vous nous parlez toujours, et vous parlez toujours des salariés, mais c'est vrai que les patrons sans salariés ne sont rien, mais les salariés sans patrons également. Alors, Jean-Luc Mélenchon, réponse. Non, j'ai deux choses à quoi je dois répondre. Ouais, Le en 2 minutes financement 30. et la question de la place. Le meilleur ami du petit patronat, c'est moi. Pourquoi? Parce que moi, je remplis les carnets de commandes. Si vous avez quelqu'un qui gagne le SMIC, il va pas acheter des actions avec. Il va aller acheter des produits. Et il va aller vers ce qui, je l'espère moi, puisque je prendrai les mesures pour empêcher que les autres arrivent, d'abord vers les productions locales. Donc, si vous avez un gars ou une fille qui voit son SMIC passer à 1 400 € net, comme je le ferai, bien sûr, ça fait des cotisations sociales de plus pour vous, sauf que vous en avez beaucoup, donc vous êtes exonéré, mais j'ai aussi une réponse là-dessus. Bref, pour vous dire, celui qui a plus de sous, il vient vous voir quand la voiture tourne pas rond. Si il n'a pas les sous, il vient pas. Parce que il faut qu'il trie. Qu'est-ce que je paye d'abord? Le loyer, l'essence, et il fait le tri. Et vous savez pourquoi moi je parlais des coiffeurs tout à l'heure, c'est juste pour vous faire sourire. Je considère que le coiffeur, c'est l'équivalent d'une écrevisse dans une rivière. Quand les coiffeurs vont mal, c'est que toute l'économie va mal. Parce que la première dépense que vous supprimez, c'est le coiffeur. Hein. Vous allez chez le coiffeur, puis le jour où il n'y a plus de sous, vous faites coiffer par la personne avec qui vous vivez ou quelqu'un que vous connaissez. Et une écrevisse dans la rivière, c'est pareil. Quand il y en a, c'est que la rivière est en bonne santé. Quand il n'y en a plus, faites-vous du souci parce que normalement, il y a des écrevisses. Alors, comment on paye? En général, pour la société. Après, on verra la petite entreprise. Vous avez 3 possibilités. Première possibilité, créer 1 million d'emplois. Il n'y a plus de déficit, c'est payé. 1 million d'emplois, de toute façon, nous les créons par l'activité qu'on déclenche. Samedi, vous avez une émission qu'on fait nous sur le chiffrage. Il y a d'ailleurs quelqu'un qui vient de votre chaîne pour donner le coup de main à nous contredire. 1 million d'emplois, c'est le Jospin de 2002 avec les 35 heures qui est passé, voilà, c'est ça. Merci monsieur. Oui, Monsieur Mélenchon, réellement, ils n'ont pas été très forts là-dessus, on va dire. Alors, réellement. Ils ont eu On va lieu. se dire les choses. Attendez, ils ont eu lieu ou pas? Oui, ils ont eu lieu. C'est la Je suis plus pas sûr. forte création d'emplois de tout le siècle. Alors après on dit mais comment ça a fait 1 million d'emplois et puis c'est tout? Bah oui, l'année suivante vous avez 750 000 jeunes qui arrivent sur le marché de l'emploi. L'année suivante vous en avez 750 000 autres. Et alors avec ça vous avez des très intelligents qui vous disent ah bah ceux qui sont au boulot ils vont y rester. Donc comme ça ceux qui arrivent ils pourront pas y entrer. Question de qui La veut retraite monsieur. crée de l'emploi, la diminution du temps de travail. Attendez, j'ai pas fini. Premièrement 1 million d'emplois. Deuxièmement vous avez plus simple encore. Vous payez les femmes comme les hommes à qualification égale. Ça paye la différence par les cotisations. Ça fait déjà 2 solutions. Et puis j'en ai une troisième. La troisième, c'est quand vous êtes, aujourd'hui, vous avez un plafond, 3 500 €, et après, vous payez un petit chouïa, pas plus. On met la progressivité des cotisations sociales plus haut sur les très hauts salaires. Ça fait 3 points d'entrée. Et s'il n'y a pas assez, une année ou l'autre, je vais mettre des noisettes de côté en remplumant le fonds qu'a prévu Lionel Jospin et qui existe toujours et qui sert à aider quand il y a des creux démographiques. Où je vais chercher les sous. Mais là, j'ai pas de problème pour en trouver. Alors, voilà. Vous avez 5 personnes qui se sont remplies les poches depuis Monsieur Macron. Ils ont doublé leur fortune. Ils possèdent autant que 27 millions de personnes. Le jour où il y a un trou trop gros, bah, je prends là. Je dirais, écoutez, j'aimerais mieux vous laisser faire ce que vous voulez avec vos yachts, mais pas là. Ce coup-là, j'ai besoin de sous parce que j'en ai besoin pour 1 million de personnes. Rigolez pas, écoutez-moi. Non, bah, Non, mais vous avez le droit de sourire, mais ce que je veux dire, je rigolais au sens intellectuel. C'est une hypothèse plus que sérieuse. Les gens qui sont des actionnaires du CAC 40, ils ont ramassé 54 milliards l'année dernière de dividendes. 54 milliards, c'est 1 million de personnes au travail pendant 1 an avec un salaire de 2 000 € par mois. Alors, je ne voterai pas pour vous, mais j'ai beaucoup d'estime pour vous. Merci, je vous monsieur. Cultivé, intelligent, vous êtes un très bon orateur et je trouve que vous êtes l'un de ceux qui menait la meilleure campagne. Moi, vous étiez l'incarnation de la gauche républicaine. Oui. Et j'ai trouvé qu'au cours de ces dernières années, vous vous distanciez progressivement de la République. Vos propos sur les policiers, par exemple, n'ont pas plu. Quand vous appelez à désarmer la police ou que vous traitez certains policiers de barbares, ça me pose problème. Quand vous stigmatisez les Français qui souffrent de l'insécurité culturelle alors que l'assimilation, c'est le cœur même de la République, ça me pose problème. Mais surtout, sur l'islamisme. Vous avez participé en 2019 à une marche contre l'islamophobie avec des organisations qui, moi, me posent problème. En outre, vous avez dit il y a quelques mois qu'il y aura sans doute, quelques temps avant l'élection présidentielle, un fait divers qui toucherait les musulmans et qui sera instrumentalisé, notamment contre vous, en le reliant à l'attentat de Mohamed Merah. Moi, j'ai l'impression que vous êtes dans une instrumentalisation des musulmans, comme l'extrême droite l'est. Quand M. Zemmour ne fait pas la différence entre l'islam et l'islamisme, ça me pose problème. Et quand certains de vos amis, du moins, c'est l'impression que j'ai, ne condamnent pas fermement l'islamisme, je pense qu'ils ne permettent pas le fait que l'on dissocie l'islam de l'islamisme. Et je pense que les musulmans de notre pays ont besoin de cette clarification. Donc, M. Mélenchon, est-ce que vous pensez qu'il y a un problème d'islamisme dans notre pays? Si oui, comment lutter contre? Allez, il vous reste avez 2 dit minutes beau- 30. Attendez, Ah bah ouais, mais il reste 2 minutes 30. Ah bah peut-être Parce bien, mais qu'après, le gars, il a on a d'autres développé choses. un argumentaire, donc j'ai quand même le droit de choisir à quoi je réponds. Bon, ma première réponse, quand vous dites désarmer les policiers, c'est faux. Je propose de désarmer les policiers dans les manifestations. Je vous signale que 32 personnes éborgnées sans un seul coupable, c'est un problème. On a envoyé ces valeureux Pandores en Corse. Le résultat, un gamin de 16 ans qui s'est pris une grenade encore dans la figure et une gamine qui s'est pris une balle. Alors moi, j'estime que c'est assez. Je ne mets pas en cause la police, je mets en cause la doctrine d'utilisation de la police. Donc je ne suis pas d'accord avec ces méthodes et je ne suis pas d'accord pour qu'elles restent impunies. Monsieur, je vous demande d'y réfléchir. Vous êtes un homme jeune, d'accord? Vous avez donc sans doute peut-être des enfants ou bien vous en aurez. Imaginez-vous, qu'est-ce que vous dites d'une troupe dans laquelle il y a quelqu'un
qui a lui aussi votre âge et qui est capable de tirer dans la figure d'un gamin de 16 ans. C'est quand même un problème. Donc, L'islamisme. alors, attendez, on y vient. La manifestation, vous dites avec des organisations islamistes, pardon, pas des, il paraît qu'il y en avait une. Moi, j'ai manifesté, écoutez-moi, avec la CGT, avec la FSU, avec Attac, qui était là ce jour-là, d'accord? Et avec un certain nombre de gens de toutes sortes de partis. Et les gens qui étaient là, vous n'y étiez pas, mais je peux vous le dire, les gens qui étaient là étaient de parfaits républicains. Pour 90% d'entre eux. À la fin, ils ont chanté la Marseillaise. Les musulmans français sont français, il faut se le coller dans le crâne, et ce sont nos compatriotes. Et si nous avons un problème, c'est celui d'avoir montré du doigt d'une manière offensante pendant des mois, des semaines, des gens qui ne vous ont rien fait, qui ont toujours défendu leur patrie avec courage. Je parle de la patrie française. Alors, pardon, moi ça me remplit je veux l'unité de la France. L'enjeu de notre génération, c'est de réussir. L'islamisme. Alors, est-ce qu'il y a un problème avec l'islamisme politique? Bah, comme partout. Bien sûr, vous avez des islamistes politiques. Qui est tué en général face aux islamistes politiques? D'abord, il y a diverses branches là-dedans. Il y a des gens qui tuent personne. Ils pensent qu'il faut mettre la religion au pouvoir. Bah, nous, on dit, bah, non, on mettra pas la religion au pouvoir. La religion chez elle et l'État chez lui. C'est la doctrine Victor Hugo. Ça n'est pas appliqué aujourd'hui. Parce que vous avez plusieurs départements français qui vivent sous concordat. Sauf pour les musulmans. Moi, je suis pour que personne ne soit sous concordat. La religion chez elle. Alors, l'islamisme politique, je le combats politiquement. Les assassins, qui est une autre variété, je les combats durement, je suis pour qu'ils soient capturés, pour qu'ils soient mis en prison, et pour qu'ils puissent leur peine. Et comme moi, des millions de musulmans le disent dans le pays. Moi, j'en connais pas qui m'ait dit, ah ça c'était une très bonne idée d'aller égorger un prof dans la rue. Tous disent c'est une honte, et ils ont mal au cœur, les pauvres, parce qu'ils disent nous on va être tapés 2 fois, parce qu'on souffre comme vous de voir un prof se faire égorger, mais en plus tout le monde va nous regarder de C'est travers. terminé, Jean-Luc Mélenchon. Ça passe vite toujours avec vous. J'ai une question. Alors il paraît que c'est fini, il faudrait savoir, c'est à lui que vous prenez la réponse. Dernière question, mais il a eu sa réponse. Dernière question. Si vous n'êtes pas élu président de la République dans quelques semaines, est-ce que vous arrêtez la politique? Est-ce que vous, par exemple, est-ce que vous représentez au législatif de juin? D'abord, commençons par une chose, je n'arrêterai jamais la politique. J'espère avoir les moyens mentaux de pouvoir... Alors, j'ai connu des copains qui sont passés de l'autre côté en chantant l'international. Ils mouraient de cancer, mais ils mouraient en chantant l'international. Donc, moi, je peux pas faire moins. Hein. D'accord, mais alors, est-ce que vous représentez... Alors, attendez, déjà, je vais vous expliquer une chose. Dans ma psychologie, dans ma manière de faire, quand j'affronte une situation, je ne m'occupe que d'elle. Donc, moi, dans mon esprit, je vais gagner l'élection présidentielle. Si je la gagne pas, je ferai face, comme monsieur, comme nous tous dans la vie. Vous avez prévu un truc, ça se passe pas. Bon, bah, vous examinez aussi lucidement que vous pouvez la suite des opérations. Alors donc, je militerai toute ma vie, quelle que soit la place que j'occupe dans la société. Parce que même si je suis élu président, vous savez bien que je ferai pas de mandat, hein, j'ai déjà prévenu tout le monde. Donc, de toute façon, ça sera ça. Qu'est-ce que je ferai au lendemain de l'élection? Je ne sais pas vous dire. Si je suis président de la République, je m'occuperai de ce pays. Si vous n'êtes pas. Vous non, mais Vous retournez au Palais Bourbon ou pas? Stop. Je ne prends pas cette hypothèse en considération. Demandez à madame qui est coach, si on part bien dans la vie en partant de l'idée qu'on va se planter. Donc là, vous n'avez qu'une envie, c'est de faire le débat avec Macron. Mais il n'y a pas de débat avec Macron, là, il n'y a pas de débat de premier tour. Ça c'est clair, moi je suis prêt à débattre avec lui. Mais Et je lui ai déjà dit, dit... puisqu'il veut parler de rien, supposons qu'il ne veut pas parler de son bilan désastreux, mais au moins de l'international. Réfléchissez les gens qui m'écoutaient. En ce moment, il n'y a plus de gouvernement parce que c'est au Conseil de défense qui prend ses décisions. Il n'y a plus d'Assemblée nationale parce que c'est suspendu. Cet homme a les pleins pouvoirs. Et ça vous fait rien du tout. Vous êtes 30% à dire, ah, quelle bonne idée, on va lui faire encore confiance. Jean-Luc Mélenchon, misère, où on va. Vous serez au second tour, vous pourrez débattre avec lui au second tour. Oui, et je pense que, je vais vous dire, ça fera du bien à tout le pays. Quelle que soit l'issue du deuxième tour. Pourquoi? On aura un débat avec 2 visions du monde différentes, mais sur des choses concrètes. Pas des discours abstraits sur la sécurité, l'immigration et ce truc, cette tarte à la crème qui nous empêche de parler de quoi que ce soit d'autre. On parlera des choses qui intéressent tout le monde. Le logement, comme a dit madame, la retraite, parce que figurez-vous que la vie des gens, c'est fait de ça. De logement. Est-ce qu'on peut manger ou pas? Est-ce qu'on peut aller à la retraite? Est-ce que je répare ma bagnole? Est-ce que mon gosse est bien traité dans la classe de monsieur? Est-ce qu'ils sont 19 ou est-ce qu'ils sont 32? Et ainsi de suite. Je pourrais continuer. Merci. Voilà. Il y aura donc un débat qui mettra de la fraîcheur. Macron, Mélenchon, on parlera de choses sérieuses. Macron, Le Pen, bon, ça va recommencer le sketch à qui est plus tordu des deux. Merci Jean-Luc Mélenchon. On se retrouve demain à 9h midi.